Excusez-moi madame, vous n'avez pas vu un petit chien, il était à peu près comme ça. Il est allé par là ou par là. Bon, je vais faire la vidéo YouTube parce que sinon il y a des connards qui me diront en commentaire Arrête de faire des blagues et fais des vidéos YouTube. je calage direct, j'ai pas de taille. Fuck the population. What's up les boys? On se retrouve aujourd'hui. J'ai pris le bâton. Rappelez-vous, le but c'est pas de dire des choses sensées, intelligentes, pertinentes. Le but c'est d'avoir l'air intelligent, pertinent. Et pour ça, l'habit fait le moine. Donc, vous voyez, j'ai un bâton. Ça fait un peu guide. J'aime bien. On se retrouve aujourd'hui pour la série de débunkage de mythes. Rappelez-vous, le but de cette série, c'est qu'on parle de concepts généraux qui, selon moi, sont un petit peu mal compris par certaines personnes qui ne connaissent pas le game. SO, Fianso, je suis pas dans le game, c'est moi le game, SO. Et du coup, l'idée c'est de vous donner une insight avec un maximum d'informations, avec un maximum de choses pour que vous puissiez changer un petit peu votre perception sur ce que vous croyez être probablement un mythe. Il y a quelques jours de ça, j'ai fait un petit sondage sur Instagram où je vous demandais, selon vous, est-ce que c'est possible de progresser avec entre 3 et 5 fois du développé couché par semaine? Et vous avez été vraiment nombreux à me dire, je sais pas. Vous avez été aussi extrêmement nombreux à me dire non, c'est pas possible, au niveau de la récupération, il n'y a pas assez de récupération, il y a trop de stress, etc. Et il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit ça dépend de ce que tu fais sur ces 3, 4 ou 5 jours d'entraînement. De toutes ces réponses que vous m'avez données, je me suis dit le prochain sujet dont je veux parler, c'est l'idée, le concept de surentraînement. Le concept de stress. Si tu ne laisses pas le temps à tes muscles de récupérer, tu ne progresseras pas. Donc là-dessus, je vais essayer de vous donner un exemple concret. Je vais d'abord essayer de vous parler des principes généraux et après je vais vous donner un exemple concret. Et vu que dans la vidéo, je ne vais pas faire de mouvement ou quoi que ce soit, on mettra en même temps que je parle des vidéos de mes derniers entraînements, histoire que vous voyez ce que moi je gère en termes de stress au niveau de mon entraînement. C'est pas parce que moi je gère ça personnellement que vous devez gérer pareil, mais c'est pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Encore une fois, c'est une espèce de tranche, c'est un scope, c'est une espèce d'éventail de possibilités et je vous montre simplement une des possibilités de l'éventail. Téléportation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport aux critères d'entraînement et au surentraînement, il y a deux choses principales. Il y a premièrement le stress que vous gérez avec vos entraînements. La manière dont je perçois la situation, c'est la suivante. Chaque action que vous faites lors de votre entraînement représente une dose de stress. Plus ou moins importante, évidemment, en fonction de ce que vous allez faire. Je vais vous donner un exemple très simple et très concret à comprendre. Si vous faites une série de 3 RPE6, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les RPE, je vous renvoie à ma vidéo dans les fiches. Si vous faites une série de 3 RPE6, vous allez avoir une certaine dose de stress qui sera beaucoup moins importante que si vous faites par exemple une série de 3 RPE10. Donc le but, c'est de comprendre que chaque action que vous faites représente une dose de stress et à côté de la dose de stress, à l'opposé, vous avez vos capacités de récupération, vous avez vos ressources de récupération. Et l'idée, c'est qu'il y ait un équilibre entre ces deux aspects, donc le stress d'un côté et les ressources de récupération de l'autre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le stress s'individualise. Donc il y a certains athlètes qui peuvent par exemple avoir 20 ou 30 unités de stress. Vous inquiétez pas de l'histoire d'unité, c'est juste pour vous donner un exemple. Et il y a d'autres athlètes qui doivent avoir plutôt 15 unités de stress. Pourquoi? Parce que ça représente, c'est en rapport également avec vos capacités de récupération, vos ressources de récupération. Plus vous avez de ressources de récupération, plus du coup vous pourrez gérer le stress. Moins vous avez de ressources de récupération, moins vous pourrez gérer le stress. Et encore une fois, c'est une espèce de balance, une espèce d'équilibre qu'il faut trouver entre ces deux facteurs. Comme je l'ai dit, les deux facteurs sont dans tous les cas individualisés. Ils sont dépendants à chaque individu et il n'y a pas de règle absolue. Il y a des généralités où telle dose de stress, c'est plutôt OK pour la grande majorité des athlètes parce que la grande majorité des athlètes ont telle dose de récupération. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas la majorité, ce qui nous intéresse, c'est vous. Donc l'idée, c'est qu'en fonction des périodes, en fonction du timing, vous allez pouvoir et vous allez vouloir avoir une répartition et une gestion de votre balance différente. Là, je vous ai parlé du concept, du principe, mais là-dessus, je vais vous donner un exemple concret. Imaginez que vous avez 1000 € sur votre compte en banque. Vous dépensez 800 €. Il vous reste 200 € sur votre compte en banque. À côté de ça, imaginez que vous n'avez pas 1000 € sur votre compte en banque, mais vous avez 500 €, mais vous dépensez 800 €. Vous vous rendez bien compte que dans les deux cas, c'est la même dépense, 800 €, mais dans les deux cas, le compte en banque va être différemment fourni. Et donc, la dépense de 800 €, c'est le stress, et le compte en banque de 1000 € ou de 500 €, c'est vos capacités de récupération.
Donc, dans un côté, vous serez toujours bénéficiaire, vu que vous dépensez 800 euros, vous en avez mis, vous avez encore 200 euros à dépenser. Et dans l'autre cas, vous êtes déficitaire, puisque vous dépensez 800 euros, soit que vous en avez 500, donc vous êtes à moins 300. Ah oui, 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 oui. L'idée, c'est que aucune de ces deux situations n'est parfaite par rapport à l'autre. Il n'y a pas de situation idéale dans l'exemple que je vous ai donné. Évidemment, vous aurez tendance à dire oui, c'est beaucoup mieux d'être bénéficiaire, mais dans un autre sens, le fait d'être bénéficiaire veut dire que vous avez des ressources de récupération dont vous ne profitez peut-être pas, que vous n'utilisez peut-être pas, et peut-être, je dis bien peut-être qu'en utilisant ces ressources, vous auriez plus de progrès. Pourquoi ? Parce que le principe de progression, c'est ce qu'on appelle la courbe SRA, donc c'est Stimulus, Recovery, Adaptation. Donc stimulus, c'est le stress, recovery, c'est la récupération, donc la récupération, c'est votre capacité de récupération moins le stress, et l'adaptation, c'est l'adaptation que vous voulez, à savoir adaptation positive, je deviens plus fort, j'ai plus de muscles, etc., etc. Dans l'exemple que je vous ai donné, l'idée trop raccourcie serait de dire « Ah ben non, c'est pas bien du tout, il faut pas du tout être en déficit ou quoi, c'est pas bien. » Mais sauf que si vous êtes en déficit volontairement parce que vous avez un timing que vous avez géré pour autre chose, alors, selon moi, c'est pas un problème. Mais évidemment, si vous vous mettez trop souvent tout le temps en déficit, au bout d'un moment, la banque va vous rattraper et elle va vous hagra comme il faut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, c'est pas du surentraînement, parce que pour moi, le surentraînement, c'est pas ah ça y est, tu es en surentraînement, tu vas régresser pendant 8 mois, etc. C'est pas du tout ça, mais c'est plutôt, si jamais vous êtes en phase de surentraînement, vous risquez de le voir. Et comment est-ce que vous voyez ? Vous êtes fatigué, vous avez des douleurs, vous vous sentez mal sur vos mouvements, vous avez une régression qui se met en place, etc., etc. Donc le surentraînement, c'est pas un truc en mode « Oh merde, j'ai un pied dans le surentraînement, je suis foutu à jamais ». C'est plutôt « Je vois des signes qui m'indiquent que je suis peut-être en phase de, entre guillemets, surentraînement ». Et pour moi, la phase de surentraînement, c'est pas un truc magique, c'est plutôt, ça veut dire que vous avez enchaîné un certain nombre de séances où vous êtes en déficit entre, encore une fois, le stress que vous subissez à l'entraînement et vos ressources de récupération. Et donc, dans ces cas-là, le mieux à faire, c'est probablement faire une phase de deload. Et la phase de deload, c'est quoi ? On réduit le stress pour que les ressources de récupération couvrent la réduction du stress et qu'on puisse repartir à zéro 1 ou 2 semaines après. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire des informations que je viens de vous donner ? C'est comprendre l'idée que, je l'ai dit, entre guillemets, là je vais prendre les exemples dont j'ai parlé, le compte en banque est individuel pour chacun d'entre vous et le stress est individuel pour chacun d'entre vous. Donc ce qui compte, c'est pas de regarder ce qu'un tel ou un tel fait et progresse et récupère ou non, c'est de se dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour utiliser au maximum vos ressources de récupération et comment vous voulez aménager votre stress. De ce simple concept que je vous ai expliqué, donc cette idée de stress, cette idée de ressources de récupération, cette idée de somme ou réduction de vos ressources de récupération et de votre stress. L'idée, c'est de dire qu'en fait, il y a plein de mini-concepts qui vont en découler, puisque comme je l'ai dit, le fait de faire par exemple un triplé RPE6 et le fait de faire un triplé RPE10 n'est pas le stress, n'est pas le même stress. Donc peut-être, là c'est théorique, peut-être que là où d'un côté vous pouvez avoir un seul triplé RPE10, peut-être que de l'autre vous pouvez avoir peut-être 3 triplés RPE6 et avoir un stress quasiment équivalent, réparti différemment, et peut-être que ce stress-là vous conviendra mieux à vous, encore une fois, à toi. Plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent. Donc l'idée, c'est trouver ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire pour justement maximiser votre progression. Et je l'ai dit et j'insiste sur ce point-là, des fois c'est ok d'être en déficit, des fois c'est ok d'avoir une phase de reach, donc à savoir une phase où on va pousser. Des fois, désolé je suis là, des fois c'est ok de reach. Pourquoi ? Parce que, par exemple, vous savez qu'il y a une compète qui arrive dans 2 semaines, vous voulez être à votre meilleur niveau un peu plus d'une semaine avant la compète, et par exemple, la semaine de la compète, vous voulez mettre en place ce qu'on appelle un taper, vous allez réduire le stress pour arriver en forme le jour de la compétition. C'est pas forcément la seule manière de gérer la situation, c'est même pas forcément la manière que moi j'utiliserais pour gérer la situation, mais c'est une méthode qui justement joue sur cette idée et cet équilibre de stress-récupération. Donc, le surentraînement n'existe pas. Soyons francs. Alors attendez, je prends mon bâton parce que on a dit que c'est plus sérieux. Le surentraînement vient d'être débunké, il vient d'être banni. Arrêtez de parler de surentraînement, parlez de concept d'entraînement, parlez de récupération, parlez de stress et apprenez à mieux gérer votre stress et votre récupération et vous n'aurez plus ces idioties de surentraînement in your head. Lillard hit a YouTube, cette vidéo est terminée.
Je vous love. Merci d'avoir suivi. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah ben, si je sais ce que je vais faire. Pour clôturer la vidéo, je vais manger un bonbon encore. J'adore les bonbons. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. J'allais dire, il y en aura plus. N'oubliez pas, si vous avez des idées de mythes que vous voulez que je débunk, vous le mettez en commentaire. Et sinon, je vous love. À la prochaine. Attends. Au revoir. Qu'est-ce que je fais? Je la renvoie ou... C'est l'unique solution. Merde! Des fois, c'est ok. The rich. Allez.